Bonjour, Marc Serriès, gérant d'Albert et compagnie. Nous, on est dans la catégorie bureau d'études, mais on travaille avec des partenaires architectes, évidemment. Donc, je vais vous raconter en quelques mots une petite expérience qui est la Grande Halle de Colombelles à côté de Caen. Au préalable, je voulais le dire, comme je le dis un peu souvent, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la maîtrise d'œuvre. Et le réemploi, c'est de très très loin, mais vraiment très loin devant, le sujet le plus complexe que j'ai jamais eu à traiter. Puisque dans les 5 préoccupations qu'a montré Morgane avant, on peut en rajouter plein d'autres, des préoccupations, et qui sont tout aussi fortes les unes que les autres. On peut parler de logistique, on peut parler de phasage, on peut parler de la loi, à savoir que le réemploi dans la modification, une fois qu'on a trouvé un matériau, qu'on l'a qualifié, qu'on peut le remettre dans un projet, on peut se poser la question du permis de construire. À partir du moment où le réemploi nécessite de modifier les aspects de la façade, par exemple. Il y a les aspects lobbyistiques aussi, qui sont pas tout à fait à négliger. Hein. Le réemploi, c'est une forme de décroissance. Et en France, tout le monde n'est pas pour la décroissance, surtout les grands industriels. On peut pas dire qu'ils nous aident beaucoup. Enfin, ils nous aident un peu, mais pas suffisamment. Ils nous aident un peu. Ils aimeraient bien qu'on aille plutôt vers le recyclage, qui est une question qui leur ressemble bien, puisque c'est un processus industriel. Voilà. Alors, dans la Grande Halle de Colombelles, alors je n'ai pas d'image, c'est un peu fait exprès. L'agence d'architectes Encore Heureux a son propre site. Et sur le site de l'agence, il y a évidemment l'onglet de la Grande Halle de Colombelles. Je ne sais pas si on peut parler d'onglet, qui va être mis à jour dans les jours prochains, d'autant que l'inauguration a eu lieu ce week-end. Donc je peux dire que dans la Grande Halle de Colombelles, on a mis une dizaine de matériaux de réemploi et que le bâtiment a été réceptionné, livré et fait extraordinaire est assuré. Donc on a réussi le processus sur au moins un bâtiment qui est soumis à des garanties traditionnelles de garantie contre l'effondrement, donc 30 ans, garantie décennale pour le clos couvert et garantie biennale pour les équipements indissociables de la structure. Dans la Grande Halle de Colombelles, je vais essayer d'aller à quelques... Vous pouvez évidemment m'interrompre et me couper pour s'il y a des sujets que vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer quelle était notre façon, quelle méthode on a utilisée. Quand on a eu en charge du projet, quand je dis on, c'est la maîtrise d'œuvre, donc l'agence Encore Heureux et nous principalement, mais aussi tous les autres bureaux d'études. Donc quand la maîtrise d'œuvre a eu en charge le projet, la volonté de réemploi était là, mais elle n'était pas encore claire quant à la nature des matériaux qu'on allait employer. C'est-à-dire, c'est un des sujets. C'était une volonté de mettre du réemploi de manière un peu massive dans le bâtiment, le plus massivement possible, mais sans avoir préidentifié des ressources bien spécifiques au préalable. Donc, une des premières démarches a été donc ça c'est les habitudes de travail de l'agence Encore Heureux, de fabriquer une maison du projet. Pour fabriquer cette maison du projet, c'était de faire venir un collectif d'architectes charpentiers, le collectif ETC, qui a aussi, pour faire cette maison du projet, qui elle, donc c'est la maison du chantier, je dirais, elle est quasi 100% en réemploi, mais bon, elle n'est pas assurée. Elle est assurée que pendant la durée du chantier. C'est presque plus facile. Mais enfin, l'air de rien, c'est déjà vachement bien. D'autant qu'elle est très belle. Je le dis clairement pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et le collectif ETC a eu aussi en charge, donc vraiment aux études, dans les préliminaires des études d'avant-projet, d'aller sourcer dans un rayon, alors je ne me souviens plus de combien de kilomètres, 20 ou 30 kilomètres peut-être, ou 50, je ne me souviens plus du rayon, c'est il y a longtemps déjà, et je suis vieux, donc de sourcer des matériaux potentiels. Ensuite, durant l'avant-projet, des matériaux potentiels, mais qui ne seraient pas forcément exactement ceux qui seront employés, qui, pour certains, oui, pour d'autres, non, parce qu'il y a des questions de temporalité. On était là à peu près 1 an et demi à 2 ans avant le démarrage du chantier. Donc, mais c'était pour déjà nous aider à définir un cadre des possibles. Issu de ça, pendant les phases d'avant-projet, notre choix a été on a donc fabriqué
un choix, la maîtrise d'œuvre, d'une dizaine de matériaux, si possible sur les questions structurelles, pour toucher donc un peu, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un peu, dans ce que j'ai participé à cette opération, c'était d'influencer les architectes pour aller vers des matériaux de garantie trentenaire, vers des matériaux de garantie décennale, des matériaux de garantie biennale et des matériaux qui n'avaient pas besoin de garantie spécifique. Donc de faire une sorte d'échantillonnage comme ça. Et donc, on a fabriqué, notre choix s'est porté sur ce qu'on a qualifié d'un CCTP à trous, un cahier des clauses techniques particulières à trous. À savoir que, n'étant pas certain qu'au moment du démarrage des travaux, nous aurions à disposition les matériaux que nous avions préalablement pré-sourcés, c'était de faire en sorte que les entreprises, encore d'état séparés, qui répondront à l'appel d'offres, répondent avec une base et une variante. Alors je sais jamais, je sais pas Julien si tu t'en souviens, si la base, ou Morgane, si la base était réemploi et la variante neuf ou l'inverse. C'est l'inverse. La base en neuf et variante obligatoire, donc en réemploi. Donc on a conçu le dossier arrivé à l'appel d'offres, enfin au DCE, au dossier de consultation des entreprises. On a donc conçu un DCE avec deux particularités. Un lot 0, dont je vais vous raconter un petit peu les grands contours, et ensuite des lots traditionnels, si ce n'est que pour 10 articles de ces lots, il y avait donc une variante obligatoire en réemploi. Donc, ce qui obligeait les entreprises à répondre de façon traditionnelle dans leur lot. Je prends un exemple tout simple. Le plombier devait répondre avec évidemment les appareils sanitaires qu'il a l'habitude de poser. Et il devait répondre obligatoirement dans un cadre de matériaux de réemploi. Et d'autre part, le lot 0 avait, lui, comme fonction, une fonction, alors c'était un lot assez complexe à mettre en œuvre, je dois l'avouer. Sa fonction était d'aller sourcer précisément les matériaux, les 10 familles de matériaux qu'on avait préidentifiés, en faire un diagnostic, ressources. Une fois qu'ils ont été choisis dans le cadre soit de l'appel d'offres, soit du démarrage des travaux, d'être en mesure d'aller les déconstruire. Une fois que le choix était arrêté, dans chacun des 10 trous du CCTP à trous, on avait choisi soit réemploi, soit neuf, d'aller les identifier, d'aller les déconstruire, d'aller les revaloriser, les remettre en ordre de marche pour être réintégrés dans le bâtiment. Particularité du lot 0, c'est un lot de fourniture. C'est donc une entreprise qui n'avait pas en charge fourniture et poste comme c'est le cas traditionnel, mais un lot de fourniture, entre guillemets, à pied d'échafaudage. À savoir, une fois que le matériau était validé selon des protocoles matériau par matériau, que ces matériaux étaient validés par l'équipe de maîtrise d'œuvre et par le bureau de contrôle, petite bricole au passage, à ce moment-là, le matériau devait être fourni à pied d'échafaudage. Et l'entreprise traditionnelle du lot 7, 8, je continue sur le lot du plombier, elle-même devait valider, puisqu'elle en prenait la responsabilité, elle devait valider la qualité du lavabo, de l'urinoir, du WC, du machin, du truc, en fonction de la même genre de grille que la grille du bureau de contrôle, histoire qu'on ne fasse pas de dichotomie entre les deux, c'est-à-dire que les éléments clés qui permettaient au bureau de contrôle de valider les matériaux devaient être les mêmes éléments clés qui permettaient à l'entreprise de prendre la responsabilité du matériau. Et donc, ensuite, c'est donc l'entreprise traditionnelle qui avait en charge de prendre ce matériau et de le mettre en œuvre. Donc les matériaux qui ont été concernés, il y a eu donc quelques poutres qui ont servi de garde-corps. On a eu des menuiseries intérieures, y compris coupe-feu d'ailleurs, des lots d'appareils sanitaires, des lots de décoration, et puis le chef-d'œuvre entre tous les chefs-d'œuvre, la fenêtre. Pourquoi je la qualifie alors c'est en même temps un chef-d'œuvre et en même temps un échec. Enfin un échec pas total, mais un gros échec quand même qui a fait pleurer mon associé, donc je peux dire que c'était un échec quand même. Non, c'est vrai, pourtant il pleure pas facilement. Hein.
Pourquoi je cite particulièrement la fenêtre? Parce que la fenêtre est identifiée, et je pense qu'ils ont raison, par les assureurs comme l'ouvrage le plus dangereux, puisqu'il participe du clos couvert du bâtiment, donc il est en plein au cœur de la garantie décennale, il empêche l'eau de rentrer, il empêche l'air de rentrer, il est porteur de beaucoup de performances, notamment thermiques, mais pas que, aussi de solidité, hein, il ne faut pas que les vitres s'effondrent, et comme il est bourré d'éléments mobiles et d'éléments même mous, hein, les joints en caoutchouc, c'est donc un ouvrage qui se... C'est donc un ouvrage... Non, mais non, il faudrait que pour la caméra, ça marche plus, on dirait. C'est bon, faux contact. Donc, la fenêtre étant le sujet de loin le plus complexe, alors je dévoile tout de suite, on a réussi à en poser une. Et une fenêtre coupe-feu, mais c'est pas rien. En fait, je parle tout de suite du cas de la fenêtre parce que pour moi il est tout à fait emblématique. Nous avions fait le parcours complet. Alors il est vrai avec des fenêtres qui étaient pas très compliquées à requalifier puisque c'était des fenêtres issues de la déconstruction d'un bâtiment qui avait 7 ans. Mais l'air de rien, l'entreprise, le processus de reprise de garantie lui rajoutait quand même 10 ans de vie. Donc une fenêtre qui avait été posée dans un bâtiment pour être en garantie décennale s'est retrouvée, donc maintenant il n'y en a plus qu'une, garantie 17 ans au total. Donc c'est quand même, on a réussi tout le parcours de requalification du matériau, de négociation avec le bureau de contrôle. En revanche, on a totalement zappé un sujet, c'est la garde des fenêtres, à savoir qu'après avoir fait tout le processus et les avoir déconstruites et de les avoir bien stockées au pied du bâtiment déconstruit, un vendredi, le lundi, elles avaient disparu. Elles ont été recyclées, on le sait, mais elles n'ont pas été réemployées. Non, mais en vrai, on en a pleuré, parce que là, pour le coup, tout le processus était fait et on les a perdus. Donc, l'air de rien, dans les aspects logistiques, il ne faut pas oublier quand même que les usines, les industriels, c'est quand même en général des usines entourées de barbelés et de vidéosurveillance. C'est pas tout à fait pour rien. On avait juste un peu oublié ce paramètre. Voilà, on avait... Comment ? Le lot sûreté. Non, j'aime pas ce lot sûreté, il m'énerve. Donc, dans les difficultés importantes liées aux assurances, alors il faut savoir que nous, chez Albert et compagnie, ce qui nous intéresse principalement, c'est le management et les aspects réglementaires assurantiels, en gros, aller se friter avec ceux qui ne veulent pas. C'est ça qui nous plaît le plus. Il faut savoir que déjà, il y a une des premières difficultés qui n'est pas tout à fait anodine, c'est que le lot 0 est donc un lot de fourniture et non pas un lot de fourniture et pause. Il me reste 7 minutes, c'est parfait. Et or, les assurances des entreprises sont des assurances qui sont liées à des travaux et les travaux étant considérés comme fourniture plus pause. Ça veut donc dire que les entreprises qui prenaient donc pas la fenêtre, enfin si la fenêtre, qui prenait la fenêtre, elles ont donc une assurance de nature traditionnelle. Et là, la particularité, c'est que l'assurance de leur fourniture n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe en cas de désordre? On est dans 3-4 ans. La fenêtre fuit. L'expert d'assurance visite. S'il découvre que le problème c'est la mise en œuvre, s'il trouve que le problème c'est la mise en œuvre de la fenêtre, c'est l'assurance de l'entreprise qui va jouer. Mais dans tous les cas, c'est l'assurance de l'entreprise. Mais si c'est un problème de mise en œuvre, c'est elle qui va prendre en charge le sujet. En revanche, si c'est par défectuosité du matériau posé, à savoir la fenêtre, l'entreprise de l'assurance va se retourner contre l'entreprise du fournisseur. Et ainsi, le maître d'ouvrage, dans tous les cas de figure, se retrouvera protégé et remboursé. Dans le cas du réemploi, l'entreprise qui a récupéré la fenêtre ou le lavabo en pied d'échafaudage n'avait personne derrière pour se retourner. Donc là, une particularité de Caen, de ce magnifique projet, c'est que
Nous avons réussi, avec l'aide du maître d'ouvrage et du lot zéro, je ne vais pas parler du lot zéro, en soi c'est une histoire globale, le WIP, magnifique aventure aussi, mais c'est trop long, je ne vais pas parler de tout. Donc, en termes d'assurance, nous avons trouvé un assureur à Caen, qui est pour autant le plus gros assureur français, je le dis, c'est AXA, mais une agence de Caen qui a accepté de se substituer, donc pour le compte du maître d'ouvrage, de se substituer à l'assureur du fournisseur de matériel de l'entreprise. Donc, dans l'exemple que j'ai cité, c'est très simple. Au cas où le lavabo est fendu, par exemple, et génère une fuite, c'est l'assurance du maître d'ouvrage sur le lavabo qui prendra en charge le remplacement du lavabo, mais pas sa mise en œuvre, mais le remplacement. Et la mise en œuvre, la remise en œuvre étant reprise par l'assurance par l'assurance de l'entreprise qui a mis en œuvre. C'est un peu subtil, mais c'est pas tout à fait anodin. Ça n'est qu'à ces conditions qu'on a pu, puisque vous savez qu'on est obligé d'assurer les bâtiments, c'est synalagmatique. Hein. Les assureurs sont obligés d'assurer les bâtiments et nous, on est obligés de fournir des bâtiments assurés. Mais les deux. Mais en l'occurrence, du coup, il n'y a pas de perte d'assurance. Mais nous avons dû négocier un peu avec le maître d'ouvrage, a négocié avec son propre assureur, mais comme il est lui-même un gros faiseur, il a réussi à négocier cette substitution d'assurance en cas de casse du matériel. Oui. Alors, excellente question. La garantie qu'il a apportée, c'est la présence du bureau de contrôle. Les bureaux de contrôle, leur fonction principale, ce sont les ambassadeurs des assurances sur nos chantiers. À savoir que le rôle d'un bureau de contrôle est de faire un rapport final sans réserve qui permet à l'assureur d'assurer moyennant une prime normale. D'ailleurs, il faut le savoir, s'il y a des réserves et des non-conformités sur le rapport final, l'assureur sera tout de même obligé d'assurer. Mais par contre, pas forcément au même tarif. Hein, c'est la question du tarif qui se joue là. Mais par contre, l'assureur sera obligé d'assurer. Donc, en l'occurrence, nous avons associé le bureau de contrôle à tous les étages du dispositif. Évidemment que dans le cadre du réemploi, se faire travailler avec des bureaux de contrôle complices ou des bureaux de contrôle un peu hostiles, c'est pas exactement la même histoire. Donc, là, en l'occurrence, le contrat du bureau de contrôle auprès du maître d'ouvrage spécifiait bien qu'il y aurait une grosse composante réemploi dans le projet, que donc il ne pouvait pas se défiler devant cette responsabilité. Et toutes les fiches et les procédures, les méthodos de sourcing, de requalification de matériaux, de remise en œuvre ont été toutes intégralement validées par le bureau de contrôle et donc ensuite produite aux entreprises qui avaient en charge de prendre le matériau et de le mettre en œuvre, et le bureau de contrôle ayant en charge de vérifier, pour le coup, c'était que nous ayons bien respecté les procédures qu'on avait établies avec lui avant. Finalement, c'est une sorte de mini-référentiel qu'on a fabriqué matériau par matériau. Les bureaux de contrôle sont des sociétés privées comme les autres, soumises à la concurrence. Elles sont certes agréées COFRAC, mais elles sont comme nous, elles ont besoin de gagner leur vie, et elles sont en concurrence. Et il n'y a pas eu de surprime pour le bureau de contrôle, il a juste été en concurrence et il a répondu au meilleur prix pour être bureau de contrôle. Voilà. Donc les bureaux de contrôle, ce sont des sociétés privées, hein, il ne faut jamais oublier ça, hein, ils ont exactement le même statut que nous. Donc dès lors qu'ils sont plus chers, eh ben, ils perdent leur marché. Donc il faut savoir ça. Non, mais du coup, non, mais eux, ils n'ont pas... je ne pense pas, alors je n'ai pas la connaissance intime du sujet, mais je ne pense pas qu'ils aient modifié leur pratique interne en faisant ça. Ils ont juste considéré que nous avions pris le sujet à bras-le-corps, qu'on avait fabriqué de la méthodo, fabriqué du contrôle, enfin de l'autocontrôle et du contrôle, et qu'on avait bien, d'un point de vue assurantiel, bien trié les choses entre fourniture, pose, l'assemblage,
Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils ont modifié, de quelle manière ils ont la possibilité. Mais j'en connais d'autres qui sont des gros bricoleurs et qui marchent bien, hein. Il y a par exemple ceux qui font des avis de chantier, par exemple. Il y en a quelques-uns qui font ça. C'est des sortes d'avis techniques sur chantier liés à leur propre pratique. Un peu tout est possible avec le bureau de contrôle. Ça se négocie. Parce que ce sont deux métiers totalement différents. Le plombier, il fait son métier de plombier, à savoir que lui, le lavabo, il ne va pas le chercher, on lui apporte, on lui livre sur le chantier. Et aller démonter un lavabo dans un autre bâtiment pour respecter tout un protocole, nous, ce qu'on a considéré, c'est qu'il fallait qu'il y ait un lot qui ait toutes les méthodologies, qui ait l'habitude des méthodologies, qui ait pas de... Et ça, alors pour le coup, on ne s'est pas trop trompé. Enfin, je mens un peu en disant ça, mais on ne s'est pas trop trompé. Je pense que le marché aurait été infructueux si on avait donné, enfin en tout cas là de manière massive, parce que nous on est au bout, on a mis à peu près une dizaine de natures de matériaux en place. Peut-être si on en a un, on n'est pas obligé, mais nous on était vraiment dans une démarche d'en faire le plus possible. Voilà. Et auquel cas, on a bien vu déjà la réticence, on a eu du mal à rendre fructueux le lot 0, pardon, qui a été pris en charge par le WIP. Si on avait rapatrié tout ça dans les autres corps d'État, je pense qu'on aurait eu en plus des lots infructueux dans les autres corps d'État. La Grande Halle de Colombelle, c'est un marché public assez traditionnel, hein, finalement. L'objet n'est pas traditionnel, mais le processus est relativement traditionnel. Merci beaucoup, Marc.